Eh bien, bonjour à ceux qui ont pu déjà arriver. On va commencer à 10h, 14h05 pour laisser le temps d'arriver au dernier, puis après on commencera. Bon, je propose de commencer. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus à notre premier webinaire sur les sessions de 4 webinaires qui vont se dérouler au cours de la semaine pour Calimeta 2, donc un gage de qualité pour la filière méthanisation. Je suis la principale oratrice pour le jour. Je m'appelle Laurine Duclos et je suis la référente pour le club, le club de gaz pour Calimeta. Et puis avant, pour ceux qui connaissaient, c'était Marion Mélix qui s'en chargeait. Et puis encore avant, c'était Arnaud Diarra. Et j'ai pris la suite depuis 1 an maintenant. Et je suis accompagnée de Maryvonne Guidon, auditrice AFNOR, qui va pouvoir vous parler de l'audit, et de Florian Rabinel, responsable Calimeta chez S3D, AMO, qui a été labellisé Calimeta 2. Je commence donc. Donc ce webinaire sera enregistré et disponible en replay. Les micros sont coupés, c'est normal. Pour discuter avec nous et puis nous poser des questions, vous pouvez le faire via l'onglet questions. Et si souci, vous pouvez aussi mettre des messages dans l'onglet chatter. Et je ne l'ai pas présenté, mais je suis accompagnée aussi d'Alison, qui est notre chargée de communication et qui s'occupe de la gestion et la logistique de ce webinaire et que du coup, je remercie pour son travail. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va faire une petite présentation générale du label. On va ensuite aborder quelles sont les cibles du label et faire un petit point sur les montages contractuels que Calimeta prévaut. Et puis ensuite, on parlera de Calimeta 2. On va rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui change par rapport à la première version. Ensuite, on fera un focus sur comment se préparer sa candidature. Pour ceux qui ont fait Calimeta 1, la version Calimeta 2 change un tout petit peu sur ce point de vue-là. Et puis ensuite, on abordera l'audit avec Maryvonne Guidon, la labellisation, et on terminera par le témoignage de Florian Rabinel sur sa labellisation et la labellisation de sa société. Puis après, on aura un temps de questions-réponses. Donc, je répondrai aux questions avec mes intervenants à la fin de la présentation. Donc, les objectifs du label. Donc, le label, ça provient du travail du GT Qualité qui était piloté par le Club de Gaz en 2016, à l'issue duquel il s'était un peu ressenti le besoin d'avoir un référentiel de bonnes pratiques sur tout ce qui est conception et construction des unités de méthanisation, en particulier sur le fait de clarifier un petit peu le rôle des intervenants. Et c'est pour ça que Calimeta est sorti en 2020. Et maintenant, je le qualifie de Calimeta 1, puisque désormais, on a une deuxième version qui remplace Calimeta 1 depuis le 1er juillet, donc c'est tout récent. Et cette deuxième version, elle s'est inscrite finalement dans un processus d'amélioration continue, parce que c'est ce qu'on promue avec le label. Donc le label lui-même s'est amélioré et s'est renforcé avec les années et le retour d'expérience. Donc le but, c'est vraiment d'apporter des bonnes pratiques aux intervenants, les professionnaliser, harmoniser un petit peu toutes ces pratiques, ce qui permet donc de rassurer tout ce qui va être partie prenante du projet, par exemple les assurances, tous ceux qui vont subventionner et financer, et puis et surtout les clients, les porteurs de projets qui mettent beaucoup de sous sur ce genre de projet-là, donc qui méritent donc d'avoir des intervenants qui soient concernés par la qualité de leur travail. Donc, pour vous faire une vision globale de comment ça se passe au niveau du label, il y a une première phase préparatoire qui va faire intervenir notamment un audit interne, c'est-à-dire on regarde un petit peu où on en est et puis après on met en place un plan d'action en fonction du label. Ça, c'est vraiment obligatoire avant de pouvoir candidater. Il faut avoir fait son audit interne. Ensuite, il y a la phase de candidature et de recevabilité de cette candidature. Qui est opéré en grande partie par les organismes d'audit et en petite partie par la commission de labellisation. Ensuite, donc, vous avez l'audit externe qu'on appelle aussi l'audit initial.
lors duquel l'auditeur va venir au siège de votre société et c'est lui qui va opérer au niveau de l'audit. Il va ensuite nous fournir un rapport donc au secrétariat de labellisation que ensuite je vais transmettre en commission de labellisation. Donc c'est cette commission qui se réunit toutes les 6 semaines pour prendre une décision quant à la labellisation du candidat. Et ensuite, on propose, si tout va bien, une labellisation pour 3 ans, lors de laquelle, pendant ces 3 ans, on aura un audit de surveillance, de contrôle un petit peu à mi-parcours, donc à 18 mois, pour vérifier que le référentiel s'applique bien sur les nouveaux projets. Et une petite nouveauté depuis Calimeta 2, c'est qu'on a désormais une possibilité d'avoir une labellisation sur 18 mois, puisque on a par exemple des nouvelles sociétés qui rentrent un peu sur le marché et qui souvent n'ont pas de référence complète, ou en tout cas pas beaucoup. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile d'observer l'ensemble des critères de la grille sur ces projets-là. Par contre, ils ont tous les processus documentaires à jour tels que demandés dans le label. Donc à partir de là, on se dit que ces nouveaux entrants, on leur fait confiance, mais on les accompagne dans la démarche Calimeta en proposant un audit de suivi entre 8 et 10 mois supplémentaires à l'audit de surveillance qui va donc confirmer leur labellisation. Et si tout va bien, on les labellise pour 18 mois supplémentaires, ce qui fait donc 3 ans au même titre que les autres labellisés. Et puis, autour de tout ça, il y a toujours un comité d'amélioration continue. Donc, c'est en fait finalement l'ancien GT Qualité qui, lui, va, je dirais, prendre en compte le retour d'expérience et améliorer les critères. Il se réunit au minimum une fois par an. Donc, comment ça fonctionne? Donc, comme je l'ai dit, il y a ce comité d'amélioration dont font partie des bureaux d'études, des organismes certificateurs, des gestionnaires de réseau, les assurances, les banques. Enfin, finalement, tous ceux qui se sentent un peu concernés côté qualité sur la méthanisation, c'est un groupe qui est ouvert. Et si ça vous intéresse de participer à l'élaboration de Calimeta et son amélioration, vous êtes bien sûr bienvenus. Et ensuite, on a l'animation du label par le comité de labellisation, dont font partie donc c'est un comité neutre, avec des parties prenantes comme FNCCR, ADEME, BPI France, Région de France et France Gaz. Donc ce comité-là, comme je l'ai dit, c'est pour vraiment prendre les décisions quant à la labellisation et faire le suivi des candidats et labellisés. Et puis aussi, ils apportent un petit peu un regard sur le fonctionnement du label et comment l'améliorer. Donc, qui est-ce qu'on labellise? Par rapport à Calimeta 1, ça n'a quasiment pas bougé. On labellise donc les assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est ceux vraiment qui vont accompagner les porteurs de projet dans toutes les phases finalement du projet. Ensuite, on a les maîtres d'œuvre. Donc, les maîtres d'œuvre, c'est vraiment ceux qui vont coordonner, superviser l'ensemble de la construction. Ils peuvent aussi intervenir également dans le choix des différents lots. Et ensuite, on a les constructeurs. Donc, on va labelliser les constructeurs sur le process méthanisation et sur la valorisation du biogaz. Petite attention là-dessus, on labellise bien ces sociétés finalement qui sont chargées de l'ensemble du lot process méthanisation ou biogaz et non pas les équipementiers, par exemple les fournisseurs de pompes ou des conditionneurs. C'est pas le public qui est visé. Et enfin, on labellise les contractants généraux. Donc, ces sociétés-là, finalement, ça s'est un petit peu clarifié là sur Calimeta 2 sur qu'est-ce que ça englobe comme spectre. Donc, les contractants généraux, c'est vraiment ceux qui vont prendre en compte l'ensemble de la construction à partir du lot génie civil, terrassement, technique. Enfin, c'est l'unique interlocuteur du porteur de projet et donc c'est vraiment lui qui est responsable de l'ensemble de la construction. Il n'y a pas de maître d'œuvre ou de constructeur en plus de cette personne-là. S'il y en a, c'est qu'ils sont sous-traités par le contracteur général, c'est tout à fait possible. Donc, à date, on est à 71 labellisés, donc globalement une majorité des acteurs de la conception, construction des unités de méthanisation.
Donc, ça a plutôt bien marché Calimeta 1 et on espère que sur la 2, ça sera similaire. Une nouveauté cependant concernant la maîtrise d'œuvre, on s'est rendu compte que en termes de maîtrise d'œuvre, on avait beaucoup d'acteurs qui finalement avaient l'expertise sur la partie génie civil, VRD, terrassement, etc. Et puis aussi dans la coordination générale d'un chantier, mais qui n'avaient pas forcément toujours l'expertise sur tout ce qui va être process. Et donc, ces maîtres d'œuvre-là qui sont plutôt sur la vérification des installations process, sur le choix des lots process, et qui ont vraiment cette expertise technique, on les appelle maîtres d'œuvre process. Et donc, dans Calimeta 2, il y a vraiment cette distinction entre ces deux types de maîtrise d'œuvre. Et puis ensuite, on a le maître d'œuvre général, si je puis dire, qui va s'occuper vraiment de l'ensemble, du GC et du process. Donc là, je vous ai mis un petit tableau qui a été fait notamment avec CH4 Process, qui avait travaillé donc sur le renforcement des critères techniques Calimeta. Et c'est d'ailleurs aussi CH4 Process qui a été notre prestataire sur l'édition de la grille et la façon de faire le guide de lecture. Et puis tout ça, ça a été ensuite supervisé par le Club Biogaz et puis piloté également avec le comité d'amélioration. Et donc là, on a un tableau récapitulatif des responsabilités des intervenants qui fait parfois un petit peu... on a eu des échanges sur ce tableau. Là où je voudrais attirer votre attention, parce que je ne vais pas le détailler en entier, puisque vous pourrez le consulter plus tard, c'est sur la partie cahier des charges pour titulaire de l'eau. Donc c'est cette partie-là. On se rend compte que généralement, c'est assez souvent l'AMO qui s'en charge, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas tellement de maîtres d'œuvre qui ont l'expertise sur le process. Du coup, pour faire ce choix-là, c'est parfois un peu difficile pour eux. Et donc, on a souvent des AMO qui s'occupent de cette partie-là. J'attire votre attention là-dessus parce que, en fait, normalement, c'est une mission de maîtrise d'œuvre. Et d'un point de vue assurantiel, ça peut être qualifié comme de la maîtrise d'œuvre. Donc, si un AMO réalise ce type de tâche-là, il le peut si et seulement si il a bien fait attention dans son contrat d'assurance qu'il est bien couvert pour cette mission qui ne relève normalement pas de la mission de l'AMO, c'est-à-dire il peut y avoir écrit consultation ou ce genre de choses, mais dans la mesure du possible, il faut quand même attirer l'œil de l'assureur sur ce sujet-là pour être sûr que si jamais il y a un souci dans le choix des lots, une entreprise qui fait défaut, l'AMO ne soit pas remis en cause. Ou en tout cas, il ne soit pas requalifié comme maîtrise d'œuvre et donc il ne soit pas assuré. C'est un vrai risque. Et ensuite, deuxième attention, c'est sur les interfaces. Donc, c'est bien le maître d'œuvre qui est responsable et attentif à tout ce qui va être interface entre les différents intervenants de la construction, donc entre les différents lots, et pas l'AMO ou, comme ça peut être vu encore aujourd'hui, les porteurs de projets. Parce que souvent, on observe des projets où il n'y a pas forcément de maîtrise d'œuvre. C'est pourtant vraiment le rôle de la maîtrise d'œuvre que de s'assurer de ces interfaces-là pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette finalement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important parce que sinon, ça peut mettre en mal les projets. Voilà pour ce tableau. Donc là, après, je vais aborder différents cas de montage de contrat. Certains sont plus fréquents que d'autres. Je vais aller relativement vite dessus et s'il y a des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat, sinon vous pourrez me les poser plus tard, parce que le webinaire n'est pas dédié vraiment sur le montage contractuel, mais je sais que parfois ça peut poser des questions. Donc, sur ce schéma, donc on a les flèches jaunes qui représentent les liens de consultation et analyse des offres. Et sur les flèches vertes, ce sont les liens contractuels, donc qui contractualise avec qui. Donc, en haut, on a toujours le porteur de projet, le maître d'ouvrage, qui va donc être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc l'AMO. Cet AMO va consulter un maître d'œuvre dans sa globalité, qui va lui être après chargé d'allotir et qui va être responsable de la coordination de l'ensemble des lots. Donc ça, c'est le schéma, je dirais, le plus classique d'un point de vue, par exemple, marché public, et puis surtout sur d'autres activités, mais ce n'est pas forcément celui qu'on observe le plus sur les projets de méthanisation. Donc, voici les labels qui sont attenants à ce type de montage-là. Si vous avez l'habitude d'intervenir dans ce sens-là, voici les labels qui correspondent. Deuxième cas, un petit peu plus complexe, c'est le cas donc avec deux maîtrises d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a une maîtrise d'œuvre génie civil qui peut par exemple aussi piloter l'ensemble de la construction, mais qui ne va pas avoir cette expertise sur le process, et la maîtrise d'œuvre process,
qui va donc se charger de vérifier les installations des titulaires de l'eau. Ces deux intervenants-là, ils peuvent intervenir de façon solidaire. Et donc, s'ils sont solidaires, ça veut dire que lorsque l'un fait défaut, c'est l'autre qui prend les responsabilités et la relève. Donc, dans ce cas-ci, il vaut mieux avoir le label sur la maîtrise d'œuvre sur les deux maîtrises d'œuvre, puisque la responsabilité peut être tout à fait prise par un seul des deux maîtres d'œuvre. À la différence d'un groupement non solidaire, donc là, c'est chacun, c'est le fait d'avoir candidaté ensemble, mais si l'un fait défaut, l'autre ne porte pas la responsabilité, par exemple, du génie civil qui fait défaut, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on conseillera plutôt de prendre un label sur la maîtrise d'œuvre spécifique à son périmètre d'action. Et pour les titulaires de l'eau, ça ne change pas. Un cas qui se développe de plus en plus, donc c'est celui avec les contractants généraux. Donc là, l'assistant maîtrise d'ouvrage va consulter un ensemble de contractants généraux. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment cet interlocuteur qui va se charger de toute la construction. Et là, la différence qu'il y a à noter, c'est que les liens contractuels avec les titulaires de l'eau sont bien faits avec le contractant général et pas avec le maître d'ouvrage. Donc, ça veut dire que le contractant général, il a ses sous-traitants et c'est lui qui gère l'interface entre ses sous-traitants, donc de tous les intervenants de la construction. Cas relativement facile à comprendre. Donc voici donc les labels qui sont attenants. Donc pour le coup, le contractant général aura un label contractant général. Notez que dans les critères qui le concernent, le contractant général finalement récupère l'ensemble des critères maîtrise d'œuvre plus les critères titulaire l'eau méthanisation plus biogaz. Alors, cette fois-ci, c'est le cas qu'on observe un petit peu plus dans la réalité. C'est le fait qu'il y ait plusieurs entreprises qui interviennent. Donc, une entreprise générale sur les lots périphériques et GC, une entreprise pour la méthanisation et une entreprise pour le biogaz. Elles peuvent intervenir de façon solidaire ou non solidaire. Et là, en l'occurrence, le souci qu'on observe et pourquoi j'ai marqué montage risqué, c'est parce que ici, la maîtrise d'œuvre n'est pas identifiée et on ne sait pas qui supervise l'ensemble, qui fait le lien dans l'ensemble. Il n'y a plus vraiment de chef d'orchestre dans ce type de contrat-là, de montage-là en tout cas. Et du coup, c'est un petit peu risqué pour départager les responsabilités et clarifier le chantier. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on recommande, c'est que l'entreprise générale périphérique sur les lots périphériques et le génie civil soit à minima labellisée sur la maîtrise d'œuvre génie civil. Comme ça, elle peut au moins être sensibilisée à tout ce qui est interface sur l'ensemble des lots. Et pour les entreprises qui interviennent sur la méthanisation ou sur la valorisation du biogaz, on pourrait recommander le label de contractant général. Comme ça, comme j'ai dit, ça inclut la maîtrise d'œuvre et la partie technique sur la construction. Donc comme ça, on est sûr finalement qu'ils soient sensibilisés à ces questions d'interface et de gestion, enfin de pilotage global du chantier. Mais c'est vraiment pas le cas à privilégier dans la mesure du possible. Et enfin, un cas légèrement plus simple et qu'on observe assez régulièrement, mais qui néanmoins reste risqué, c'est le fait que donc, cette fois-ci, on a bien un maître d'œuvre qui peut piloter l'ensemble du chantier et qui soit plutôt sur les choix des lots périphériques, génie civil, VRD, etc. Et en l'occurrence, ce maître d'œuvre-là, encore une fois, n'a pas l'expertise technique sur les procédés et la méthanisation. Et il en résulte que du coup, il n'y a personne dans ce type de montage-là qui vérifie les installations des constructeurs process et valorisation, si ce n'est potentiellement le maître d'ouvrage accompagné de son AMO, qui pour autant n'est pas qualifié pour ça. Et si jamais il fait défaut dans ce qu'il remarque sur les lots, construction, etc., eh bien, si son contrat est simplement d'assurance, si son contrat est simplement sur l'AMO, il y a un risque de requalification en maître d'œuvre. Et là, c'est risqué pour l'AMO et même pour le maître d'ouvrage dans le cas où il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un montage risqué. Voilà, j'en ai terminé pour les montages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet.
Donc, Calimeta 2, quels sont les renforcements? Qu'est-ce qui a bougé? D'un point de vue thématique, pas grand-chose, si ce n'est qu'on a, je dirais, divisé certains critères pour pouvoir les clarifier, notamment les critères assurance. Avant, il y en avait un, maintenant, il y en a 3. Ce qui fait au total 92 critères. Avant, on en avait 82. Et finalement, on balaye assez large. On prend vraiment de l'ingénierie financière, contractuelle. On parle de système qualité et management des projets, à vraiment la technique qui concerne la méthanisation. Et puis, un gros volet sécurité aussi qui a été renforcé. Et tous ces critères-là sont inspirés de l'ISO 9001. Donc, si vous préparez l'ISO 9001 en parallèle, ça peut être une bonne façon d'amorcer finalement la qualification ISO 9001. Et donc, la grande nouveauté pour Calimeta 2, c'est ce guide de lecture. Auparavant, on avait uniquement une grille Excel dans laquelle il y avait tous les critères. Désormais, on a un guide de lecture qui permet de détailler chaque critère. Donc, la première partie de la grille, donc l'encadré vert, c'est les éléments un petit peu qu'on retrouvait dans la grille Calimeta 1, donc c'est la grille 8.5. Donc en haut, vous avez les activités qui sont concernées par le critère. Ensuite, vous avez le détail du critère. Donc c'est là que c'est important de lire pour comprendre ce qui est attendu derrière par l'auditeur et par le label. Ça détaille vraiment pour chaque intervenant avec des couleurs qu'est-ce qui est relatif à son activité. Et ensuite, point hyper important, et clivant par rapport à Calimeta 1, c'est que là, on a des attendus précis avec cette liste. D, c'est pour la phase documentaire, donc ça veut dire que c'est une procédure qui n'est pas forcément en lien avec un projet. P, ça veut dire que là, on va vérifier l'application de la procédure sur le projet. Et puis S, c'est un élément qui pourrait être par exemple vérifié à la surveillance, lors de l'audit de surveillance une fois la labellisation acquise. Donc, on va vraiment vérifier ces éléments point par point et on va vérifier qu'ils sont aussi visés par un responsable identifié. Souvent, les responsables, il peut y avoir écrit responsable commercial. Si chez vous, c'est le responsable projet, c'est pas un souci. Il faut juste en tout cas que ce soit un responsable que vous puissiez reconnaître. Et autre chose d'important, c'est que souvent dans les éléments, il y a écrit par exemple mode opératoire, checklist, preuve de machin. Ce type de vocabulaire-là, il est indicatif dans le sens où c'est comme ça qu'on l'appelle, mais si un mode opératoire, par exemple, c'est pas forcément un protocole avec une feuille A4 où on écrit comment on fait. Un mode opératoire, ça peut être le fait de passer de tel document, ensuite de prendre tel outil, etc., etc., vous montrer à l'auditeur de quelle façon vous révisez en l'occurrence là un contrat. Et ensuite, on a les niveaux d'engagement. Donc, les niveaux d'engagement, c'est régulièrement au moins ce qui est demandé par la réglementation et parfois au-dessus. En tout cas, c'est une précision du critère supplémentaire qui représente donc un effort sur la qualité de la prestation ou en tout cas relatif aux critères. Et un autre critère assez important, c'est le sens du critère, c'est pour vous expliquer pourquoi ce critère a été créé, qu'est-ce qu'il vise exactement. Et puis, s'il y a des questions après sur le sens du critère, vous pouvez toujours venir les poser sur l'adresse de Calimeta. Et après, ça peut aussi se répercuter dans la FAQ qui sera mise à jour pour Calimeta 2. Et enfin, vous avez les textes de référence sur lesquels se sont appuyés notamment le bureau d'études et puis nous-mêmes au Club du Gaz pour élaborer l'ensemble des critères. Petite précision pour le génie civil et le process, donc la maîtrise d'œuvre. Lorsqu'il y a écrit en haut, j'espère que vous voyez, je fais alternance là entre génie civil, process. Quand il y a écrit process, par exemple, ça veut dire que tous les critères où il y a écrit process ou une croix s'appliquent à ceux qui candidatent comme maître d'œuvre process. Et c'est le même principe pour génie civil. Pour ceux qui candidatent sur génie civil, tous les critères où il y a écrit GC ou une croix s'appliquent au maître d'œuvre génie civil. Et le maître d'œuvre global qui candidate sur l'ensemble répondra à ceux avec des croix, aux critères avec UGC et à les critères avec process.
Donc, ce guide de lecture, il est accompagné d'une grille d'audit, semblable finalement à celle qui était prévue par Calimeta 1. Donc ça, c'est vraiment l'outil pour réaliser votre audit interne et c'est aussi l'outil de l'auditeur sur lequel il va pouvoir remplir les constats lors de l'audit avec un constat ou le fait de valider chacun des documents qui sera précisé dans la ligne qui est à gauche de la colonne jaune. Enfin, la colonne qui est à gauche de la colonne jaune. Donc, au niveau des renforcements, sur quoi on a mis l'accent? On a mis notamment l'accent sur la maintenance et l'exploitation. On demande par exemple, donc là c'est à titre d'exemple, j'ai pas mis tous les renforcements, mais pour vous donner des exemples, on a mis donc le fait que le constructeur doit prévoir et proposer un plan de maintenance et une formation de l'exploitant sur la construction avec un moyen d'exploitation en français. Prescription technique. Prescription technique, c'est souvent lié notamment à l'évolution de la réglementation qui est l'ICPE 2781, puisqu'on a eu une évolution en 2021 et que le premier label avait donc été fait en 2019-2020. Donc ça a changé depuis, donc on a mis à jour les critères et c'est pour ça par exemple qu'on demande de prévoir la couverture des digestats, mais aussi des moyens de contrôle des fuites de gaz, de biogaz lors des essais en charge, par exemple. Autre chose qui est demandée et appuyée désormais, ce sont sur les garanties et les essais de performance. On va demander par exemple à l'AMO qu'il définisse des seuils minimaux de performance auxquels va du coup répondre un constructeur et un maître d'œuvre au travers par exemple d'un protocole d'essai de performance qui devra donc être détaillé et renseigné par ce constructeur. Et enfin, on demande aussi, et on appuie là-dessus, que tous les documents à destination du client, en tout cas, doivent être en français. Donc, préparer sa candidature. Donc, comme j'ai dit, ça change pas beaucoup de Calimeta 1, mais néanmoins, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site du Club Biogaz. Sur le site, vous retrouvez donc il y a une première page de présentation et puis après, il y a des petits onglets. Onglet je candidate, onglet auditeur. Et puis après, il y a aussi l'onglet des entreprises labellisées, notamment si vous voulez retrouver les entreprises qui sont labellisées et la date. Donc, sur ces pages-là, vous pouvez aller télécharger les règles de fonctionnement du label qui répondront certainement à beaucoup de vos questions. Ensuite, le dossier de candidature qui sera à remplir et compléter, le guide de lecture et la grille Calimeta qui vous serviront notamment pour votre audit interne. Et enfin, quatrième chose à faire en termes d'étapes, c'est d'aller consulter des organismes d'audit. Donc, le label Calimeta, comme sur Calimeta 1, on travaille avec AFNOR, Bureau Veritas et SGS, dont les contacts sont précisés sur la page auditeur de Calimeta. Donc, cette phase-là, j'ai mis 6 à 12 mois. Pourquoi? Parce que ça prend en compte l'audit interne et toute la préparation qu'il peut y avoir pour vous mettre en conformité avec le label. Donc, c'est pour ça que j'ai mis jusqu'à 12 mois. Ça peut même être plus, ça dépend de chacun. Donc, comme je disais, la première étape, c'est d'aller voir sur le site internet. Et si vous avez des questions, voire même c'est plutôt apprécié, vous manifestez auprès du secrétariat du label que je tiens, afin de, par exemple, pouvoir poser des questions et vous assurer que vous partez bien dans la bonne direction. Donc, par exemple, des questions qu'on peut se poser, c'est sur quel périmètre doit porter mon label? Si vous êtes sur un renouvellement, est-ce que mon activité a évolué ou est-ce que le label a précisé certaines activités et du coup, je dois requalifier mon activité? Il faut aussi se demander quels moyens internes j'ai pour mettre en place la démarche, que ce soit des moyens humains ou financiers. Si je suis une société étrangère, est-ce que je suis bien inscrite au registre des sociétés françaises? C'est une condition notamment pour pouvoir candidater. Et enfin, combien coûterait mon audit initial? Il faut au minimum compter entre 4 000 et 5 000 euros. Ça peut même aller un petit peu au-delà. Ensuite, sur votre dossier de candidature, là, pareil, ça ne change pas énormément. Donc, il y a une présentation générale, quelques documents types à envoyer sur les assurances, etc. Préciser ses activités et puis surtout, envoyer des références dont on dispose pour pouvoir ensuite, pour que l'auditeur en plus puisse choisir parmi les références pour auditer. Une petite précision, c'est le fait qu'on peut candidater sur plusieurs activités si elles sont indépendantes. Donc, par exemple, si vous avez une activité d'AMO et de maîtrise d'œuvre, vous serez audité sur l'AMO sur un projet
distinct du projet sur lequel vous serez audité pour la maîtrise d'œuvre. Et enfin, on appuie assez fort sur le fait qu'on remplisse désormais un tableau de renseignement et de suivi des litiges et contentieux. Donc, ce n'est pas pour pointer du doigt ce qui ne va pas, c'est plutôt pour se dire avoir des litiges et des contentieux, c'est presque courant. Ce qu'il faut, c'est juste se dire qu'on les suit correctement et qu'on n'a pas des litiges qui traînent depuis, j'exagère, mais 8 ans, qui du coup ne sont pas résolus. Ça fait état finalement de votre bon système qualité si on voit que les litiges sont bien suivis. Et donc, c'est une demande que par expérience qu'on demande désormais de bien renforcer la prise en compte de ces réclamations dans Calimeta 2. Et ensuite, voilà la slide sur laquelle je vais appuyer, c'est l'audit interne. Donc l'audit interne, c'est quoi? C'est le fait vraiment de se regarder un petit peu dans le miroir et de dire, bon, bah voilà, on en est où par rapport à ce qui est demandé sur Calimeta. Et suite à ce constat-là, on pourra derrière mettre en place son plan d'action pour pouvoir ensuite mettre en place les actions pour être conforme derrière au label lors de l'audit. Et ça, vraiment, il faut le faire le plus tôt possible et pas attendre, par exemple, son renouvellement ou qu'on ait un projet qui nous demande d'être Calimeta. Parce que sur 2 mois, ce ne sera pas possible de le réaliser, clairement. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est Calimeta 1 qu'on ira beaucoup, beaucoup plus vite sur Calimeta 2 parce que vous avez vu que sur Calimeta 2, il y a des choses plus précises qui sont demandées. Donc, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Petite remarque aussi, tout le monde ne le sait pas, mais normalement, en audit interne, on n'audite pas son propre travail. Donc, ça veut dire que, par exemple, le responsable qualité, il n'est pas censé auditer son système qualité. Il peut auditer, par exemple, les processus commerciaux, techniques, etc., mais pas le système qualité. Donc, vaut mieux privilégier quelqu'un d'extérieur à son propre travail pour pouvoir s'auditer sur cette partie-là. Sachez aussi que vous pouvez vous faire accompagner par des auditeurs, notamment qui ont suivi un module d'information spécifique à Calimeta 2. Il y en aura d'autres qui seront proposés pour les autres auditeurs qui n'ont pas encore bénéficié de ce module. Vous retrouvez la liste des auditeurs sur le site internet Calimeta. Et enfin, lorsque vous faites votre audit interne et que vous voyez souvent, enfin que vous vous dites souvent, ah bah ça s'applique pas trop à mon activité. Si ce constat-là arrive trop souvent, n'hésitez pas à venir discuter avec le secrétariat du label ou à consulter la foire aux questions. Parce que en général, c'est signe que soit vous n'êtes pas sur la bonne activité, soit alors il y a une mauvaise compréhension de ce qui est demandé par le critère. Ça peut arriver que nous, au niveau de l'ensemble des critères, on puisse se remettre en question sur certains critères, parce que bien sûr, ce n'est pas parfait et c'est une nouvelle version. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir nous témoigner vos blocages pour qu'on puisse ensemble voir et trouver des solutions. Également, ce qui est très important lorsque vous vous préparez et que vous vous mettez en conformité par rapport au label, c'est, s'il vous plaît, de ne pas créer de procédures, documents, outils uniquement pour vous conformer au label et uniquement parce que c'est demandé par le label, si derrière ça ne vous sert pas. Pourquoi? Parce que vous allez juste perdre du temps à créer ces documents, ça va vous faire du travail en plus, une charge en plus, et si derrière ça ne vous sert pas, vous verrez pas le bénéfice du label. Il vaut mieux pour vous que vous posiez la question de pourquoi le label me demande d'instaurer tel outil sur tel critère, etc. Et de vous servir au passage de l'onglet sens du critère qui est dans le guide de lecture que j'ai présenté pour réfléchir et vous dire bah, comment je peux rendre mon système plus intelligent, plus agile. Et derrière, normalement, ça devrait pouvoir assouplir et fluidifier votre système interne. Ça permet donc aussi d'avoir souvent de meilleure qualité dans la prestation. C'est vrai que parfois on rentre un peu dans le détail, on demande de rajouter des choses dans le contrat. Ça a pour but vraiment d'améliorer la qualité de votre prestation. Donc voilà. Et enfin, il y a une partie recevabilité. Donc comme je l'ai dit, elle est faite en grande partie par l'organisme d'audit. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez votre dossier qui est complété et que votre audit interne a bien été réalisé, vous allez pouvoir envoyer votre dossier. Donc vous l'envoyez à l'organisme d'audit que vous avez choisi, mais également au secrétariat du club, donc à moi-même. Et moi, après, je vais le transmettre en commission au comité de labellisation pour avis et information.
Pourquoi? Parce que comme ça, d'un point de vue comité de labellisation qui souvent a une expérience assez terrain, connaît pas mal de projets, on peut se dire, bon, bah, par exemple, ah bah, tel acteur, il faudra peut-être penser à plutôt le mettre sur une labellisation provisoire parce que c'est vrai qu'avec un ou deux projets, ça va être dur d'avoir un audit classique. Il faut le prévenir en amont que certainement ce sera un audit provisoire et que du coup il y aura certainement un petit audit d'une demi-journée à rajouter en supplément. Et ça peut être aussi l'occasion de requalifier certaines activités. Par exemple, un contractant général, si candidate qu'en contractant général, on pourra se dire, oui, enfin là, dans l'ensemble des projets quand même qu'on voit, il est plutôt sur constructeur. Est-ce qu'il ne faut quand même pas lui poser la question, de se reposer la question sur son activité? Donc voilà à quoi ça sert. Et donc ensuite, c'est bien l'organisme d'audit qui va regarder l'ensemble de vos documents que vous aurez proposés. Donc ça se fait normalement sur une demi-journée qui sera facturée et qui valide la candidature. Et donc ensuite, on arrive à l'audit et la labellisation. Mais tout d'abord, c'est Marie-Vonne qui va prendre la parole pour vous présenter comment se passe l'audit. Bonjour, merci. Donc, je suppose que vous continuez à passer les slides quand c'est nécessaire. Voilà, parce que je n'ai pas la main dessus. Donc voilà, Marie-Vonne Guidon, donc auditrice et intervenante pour Bureau Veritas en fait sur Calimeta. Donc avec une vieille expérience en méthanisation et quelques-unes en audit et plus particulièrement sur Calimeta. Donc, par rapport à l'audit que nous faisons, donc on commence par voir qu'il y a une grille assez détaillée de durée, de temps d'audit en fonction des types d'activités et des phases d'audit. Donc, on voit quand même que ce qui pèse le plus, c'est les aspects assez techniques, puisque c'est ce qui remporte pour la partie audit sur site des durées plus longues. Donc, c'est les phases où on va notamment vérifier l'application de chaque outil aux différents projets de l'entreprise. Voilà. Et les règles pour l'ajout donc de nouveaux audits, c'est-à-dire que les durées d'audit évoluent quand même de façon significative entre Calimeta 1 et Calimeta 2. Alors derrière ça, ce qu'on peut dire, c'est que le label n'est pas une simple formalité. Il suffit pas d'avoir compris ce qu'il faut faire, c'est vraiment que ça soit mis en pratique dans les projets et que l'entreprise travaille vraiment dans un esprit de système qualité, même si elle n'est pas certifiée ISO 9001. Donc ça a bien été dit que le référentiel est basé sur l'ISO 9001 avec toutes les composantes métiers en plus qui sont spécifiées. Les difficultés qu'on peut avoir donc peuvent être en général les gens connaissent leur métier, donc pas dans l'absence de connaissances métiers, mais dans l'absence de système de management qui rend justement très difficile la compréhension de certains critères du label ou de ce qu'on entend par procédure, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est bien de travailler en préparation avec des gens qui savent ce qu'est un système qualité, en particulier dans l'ingénierie. J'avais aussi noté voilà, l'intervention donc de Laurine sur la partie audit interne. Donc, pour faire un bon audit interne, il ne faut pas se contenter de noter conforme, pas conforme. Donc, quand l'auditeur tombe là-dessus, surtout s'il n'y a que du conforme, ça ne nous avance pas beaucoup et surtout, ça ne vous avance pas. Donc, une grille d'audit interne où tout est conforme du premier coup et il n'y a aucun commentaire particulier, ça fait un audit difficile par la suite parce que vous allez vraiment découvrir ce qui est attendu et si c'est appliqué ou pas dans l'entreprise par la suite. Donc, quand dans un audit, qu'il soit interne ou externe, c'est les mêmes
règles qu'on a en tant qu'auditeur externe, on conclut à quelque chose qui est conforme ou pas conforme, on le documente. Donc, si c'est conforme, on donne des preuves. Voilà, j'ai vu la procédure, elle a été appliquée à tel et tel projet, j'ai vu tel et tel document, voilà. Donc, soit j'ai des preuves de conformité, si j'ai pas de preuves, si j'ai pas pu les trouver, ben, en attendant de les trouver, je me mets non conforme et je vais partir à la recherche. Et si j'ai trouvé des choses mais qu'elles ne sont pas conformes, je vais dire, ben voilà, dans telle procédure, on ne prend pas en compte telle chose et donc je vais mettre en place une action corrective qui est suivie. Donc, un audit interne, s'il n'y a pas de preuve de conformité ou d'action corrective, ça ne correspond pas à un audit. Voilà, ça n'a pas de sens et c'est du temps perdu une fois de plus. Donc, vaut mieux prendre le temps d'aller jusqu'au bout et d'arriver à la certification serein. Voilà. Quand une entreprise n'est pas assez prête au moment de l'audit, c'est difficile pour tout le monde, tant pour l'auditeur que pour l'audité. Quand ça a été bien préparé, c'est plus un approfondissement, des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, comme ça a été dit, on doit se baser sur la mise en pratique de chaque outil demandé par les critères du référentiel dans les projets. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'organisation générale, ça va être le système qualité, l'amélioration continue. Donc, une fois de plus, l'amélioration continue, c'est une notion des systèmes qualité et c'est pas que l'esprit de dire on va s'améliorer, ça veut dire qu'on va avoir des dispositions pour identifier des actions d'amélioration, les suivre, etc. Voilà. Donc, par rapport à cette vérification, donc on va échantillonner des projets. Dans le dossier de recevabilité, vous fournissez les références. Si possible, il faut que les références puissent couvrir des projets aboutis pour qu'on puisse voir tout le processus et peut-être d'autres projets plus récents dans lesquels vous auriez déjà commencé à mettre en place, j'allais dire, les critères les plus récents de Calimeta 2, sachant que dans un premier temps, on ne s'attend pas à ce que tout soit mis en place de A à Z sur tous les projets, bien sûr. Donc, il faut échantillonner pour qu'on puisse avoir une vision complète de comment sont réalisés les projets et comment vous mettez en œuvre au fur et à mesure les critères Calimeta dans l'organisation. Voilà. Donc, le point important, ça a été dit, c'est la validation des documents, y compris en phase projet, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une production un peu diffuse de documents au moment de l'audit, mais que tous ces documents aient bien été validés par les personnes responsables qui les portent dans l'entreprise et qu'elles soient maîtrisées, c'est-à-dire si on modifie une façon de faire parce qu'on s'est rendu compte que c'était mieux autrement, etc. Derrière une signature, il y a des personnes responsables, il y a de la communication, il y a de la formation des gens. Donc, voilà, sur les méthodes de vérification, sur les constats d'audit. Alors, pour ceux qui ne sont pas déjà certifiés par des systèmes de management, il va y avoir plusieurs types de constats. Donc, soit c'est vous allez au-delà des exigences, donc vous allez avoir des points forts, des pistes de progrès quand alors on peut avoir un risque d'insuffisance ou des choses comme ça, mais le constat n'est pas assez étayé pour qu'on puisse conclure à une non-conformité ou alors l'auditeur sent que la démarche n'est pas encore aboutie pour être solide. Et puis après, on a les non-conformités. Donc là, clairement, on ne va pas satisfaire les critères du référentiel. Mineur, c'est des choses plus partielles par rapport à une exigence. Donc, par exemple, on a la procédure, mais elle n'est pas complètement efficace ou pas complètement mise en œuvre.
où elle ne couvre pas tous les critères du référentiel. Et non-conformité majeure, c'est qu'on n'a pas du tout répondu à une exigence du référentiel. Donc, à l'issue de l'audit, déjà en réunion de clôture, il y a un point qui est fait avec l'auditeur pour donc faire le point des non-conformités, en particulier ce qui serait des non-conformités majeures. Éventuellement, il peut y avoir des questions-réponses sur l'attente précise pour que l'entreprise puisse présenter un plan d'action pertinent à l'auditeur. Et donc, suite à l'audit, l'auditeur enverra son rapport avec la rédaction des constats et l'entreprise pourra répondre avec son plan d'action qui doit être validé par l'auditeur. Et dans le cas des non-conformités majeures, elles doivent être soldées sous 8 semaines pour que le dossier puisse être proposé avec une labellisation au comité de pilotage. Voilà. Ce qui n'est pas mentionné dans le support, c'est aussi, imaginons qu'on ait énormément de non-conformités mineures, mais pas de majeures. Si le nombre de non-conformités mineures est vraiment très élevé, on peut aboutir à une notion de non-conformité majeure, c'est-à-dire qu'on va considérer que le système est vraiment trop fragile et il conviendra alors de clôturer un certain nombre de non-conformités majeures pour être labellisé. Voilà. Donc dans Calimeta 1, on avait des ratios, des pourcentages de non-conformité par rapport au nombre de critères qu'on avait dans la grille. Donc on regardait le nombre de critères et passé un certain pourcentage, on disait ben voilà, c'est un équivalent non-conformité majeure. Donc des choses à clôturer, à résoudre avant la labellisation, même si ce n'était pas un écart majeur. Voilà. Merci, Marie-Bonne. Je reprends la main, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Non, pour moi, non, j'avais... Bon, sinon, on aura le temps à la fin. Mm. Donc, suite au rapport que nous envoient les auditeurs, donc ils me les envoient personnellement. Ensuite, moi, je les transmets donc en commission de labellisation. Je leur transmets environ 2 semaines avant la commission pour qu'ils puissent les consulter et se faire un avis dessus. Et puis ensuite, on a donc la commission qui se réunit toutes les 6 semaines, lors duquel on va échanger sur les rapports. Pour ce qui n'est pas compris, on va confronter un petit peu nos interprétations de ce qui est écrit. Et puis ensuite, on va proposer donc soit un avis favorable, soit un avis défavorable provisoire. Et donc, j'insiste sur le provisoire parce que finalement, on refuse jamais un candidat de façon définitive. On refuse juste temporairement tant qu'il ne s'est pas mis en conformité par rapport à ce qui sera demandé. C'est pour ça qu'on justifie toujours notre décision afin que le candidat puisse retravailler derrière sur ce qui va pas. Et donc, quelles sont les décisions qu'on peut prendre? On peut, comme disait Marie-Vonne, requalifier, ou en tout cas, lorsqu'il y a trop de non-conformité mineure, se dire, ouais, là, ça nous paraît un peu fragile, celle-ci, on les passe en majeur parce que ça nous semble un petit peu trop sensible. Et du coup, ça permet derrière au candidat de se reposer la question et de remettre des actions en face des non-conformités. On peut aussi requalifier une non-conformité, qu'elle soit une non-conformité mineure, par exemple. On peut la requalifier en majeure. Ça s'est déjà vu, notamment, par exemple, sur des critères sécurité qui nous semblaient assez sensibles. Il peut y avoir aussi des pistes de progrès. Lorsqu'il y a plusieurs pistes de progrès, notamment, on avait vu une fois des pistes de progrès sur les modes opératoires de réception, essai en charge et ses performances. Je crois que les trois, par exemple, il y avait une piste de progrès. Là, nous, on a requalifié ça comme une non-conformité parce que ça nous semblait important. Également, on peut demander des clarifications
alors soit sur l'activité, l'organisation, ou aussi par exemple sur la gestion des litiges. Parce que c'est vrai que le tableau qui est à remplir, en fonction des candidats, est rempli de façon plus ou moins explicite. Et c'est vrai que parfois ça peut poser question quand il y a un litige qui date depuis un moment, quand il y en a plusieurs qui sont sur le même type de problème, etc. Ça peut arriver qu'on repose la question et que du coup on reporte la labellisation tant qu'on n'a pas de réponse qui satisfasse la commission. Et sinon, on peut donc labelliser, comme j'avais dit, pour 3 ans, puisque c'est en général 3 ans, c'est la version classique. Et puis désormais aussi, on peut proposer la labellisation provisoire pour 18 mois. Notez que provisoire, c'est pas du tout péjoratif, c'est simplement dire que voilà, c'est une jeune société qui du coup est accompagnée, qui a le mérite dès sa création d'avoir mis en place le référentiel, de se baser finalement sur ce référentiel qui est disponible et donc de commencer avec ça. Et puis du coup, suite aux requalifications des non-conformités, réclamations, etc., ça peut aussi amener à un report de labellisation temporaire. Et donc suite à ça, le secrétariat va donc vous émettre un certificat tel que présenté à l'écran et va aussi vous donner des éléments de communication comme par exemple le logo. On demande sur Calimeta 2, il n'y aura pas de logo Calimeta 2 expressément, mais on demande à ce que désormais soit précisé le périmètre sur lequel porte votre label, donc que ce soit pour AMO, maîtrise d'œuvre ou constructeur. On demande à ce que ce soit précisé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'activité sur laquelle porte le label. Puis également, on demande à ce que soit explicité la mention de labellisation provisoire si tel est le cas dans les communications. Donc, comment ça se passe après? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais il va y avoir un audit de surveillance ou de suivi en fonction des cas. Donc, l'audit de suivi ou de surveillance, normalement, vous êtes contacté par l'organisme de certification pour programmer votre audit, donc à 18 mois pour l'audit de surveillance et à 8 ou 10 mois pour l'audit de suivi. Et puis, donc, l'audit de surveillance, lui, il se fait sur une journée et l'audit de suivi, lui, c'est sur une demi-journée, donc c'est 0,5 jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait lors de cet audit? En fait, on va reprendre la grille sur laquelle vous avez été audité initialement, ce qui d'ailleurs est valable pour Calimeta 1. Aujourd'hui, les gens qui sont sur Calimeta 1 et qui ont un audit de surveillance, ils sont audités sur Calimeta 1 à l'audit de surveillance. Et sur Calimeta 2, si on a passé Calimeta 2 à l'audit initial, à la surveillance, ce sera aussi Calimeta 2. Et donc, on va vérifier, comme on disait un petit peu, l'application des procédures sur les nouveaux projets, en tout cas pour celles qu'on n'avait pas pu observer précédemment. Donc, on reprend les constats de l'audit initial. On va voir quels sont les progrès. On va lever éventuellement certaines non-conformités mineures, puisque, comme disait Maryvonne, les non-conformités majeures ne peuvent pas passer en commission. Par contre, les non-conformités mineures, on peut tout à fait se dire qu'il y en a, mais il y en a parce qu'on n'a pas pu observer sur les projets l'application de la procédure, et donc on laisse le temps d'observer et que ça s'applique sur les projets. Donc c'est pour ça qu'on le vérifie à l'audit de surveillance. Et puis on va aussi mettre à jour le tableau de suivi de litiges et contentieux, parce qu'en un an et demi, il peut se passer des choses. Et enfin, donc ce rapport, l'auditeur va donc faire un rapport suite à cet audit-là, qui va être présenté en commission de labellisation. Et puis là, on prend une décision pour généralement le maintien de la labellisation ou le renouvellement pour ceux qui sont labellisés provisoirement. On rajoute 18 mois supplémentaires. Et voilà pour ma part. Je vais donc laisser la parole à Florian Rabinel pour présenter son expérience sur Calimeta 2. Super. Alors bonjour à tous et merci Laurine d'avoir convié pour témoigner sur notre audit. Je vais te laisser passer les slides. Alors pour se présenter très rapidement, donc nous on est S3 d'ingénierie, on est un bureau d'études spécialisé dans la valorisation énergétique des déchets et carburants alternatifs. On a été créé en 2007 et on a actuellement 30 personnes
principalement basé à Nantes. On a quelques agences en région, donc Lyon, Toulouse, Paris, quelques personnes à Bogota en Colombie et à Barcelone en Espagne. Et on est filiale du groupe Keran via la société SCE, et SCE est pour sa part labellisé Calimeta en tant que maître d'œuvre. Pour la suite, alors un petit historique de Calimeta et de S3D. Donc, nous, on a été labellisé en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage en janvier 2020, donc à les premières sessions de labellisation de Calimeta. On a eu un audit de surveillance en mai 2021, donc il était ressorti à l'époque des points forts et des suggestions d'amélioration, qui a confirmé notre labellisation jusqu'en janvier 2023. Et nous, chez S3D, on est membre actif au comité d'amélioration du label. Et donc, à partir de l'audit de surveillance, on avait souhaité se préparer pour passer l'audit de renouvellement sur le nouveau référentiel. Et l'audit a eu lieu en juin 2023 d'ailleurs. Et on s'est préparé donc depuis l'audit de surveillance. Donc comme ça a déjà été présenté, le label Calimeta est basé sur des différentes thématiques. Et pour l'AMO, il y en a 54 qui sont applicables. Et lors de l'audit, seront à démontrer des éléments propres à la société et des éléments appliqués sur des projets. Et au total, en termes de preuves à montrer lors de l'audit, c'est 136 éléments qui sont vérifiés lors de l'audit des AMO. Donc, notre audit de renouvellement s'est passé les 15 et 16 mai de cette année, qui a été fait par Bureau Veritas. Il y a Laurine qui est venue en tant qu'observatrice de l'audit et du label pendant cet audit de renouvellement. Et il est ressorti du label qu'on a eu 0 non-conformité, 8 suggestions d'amélioration et 10 points forts. Donc, globalement, on voit qu'en termes de maîtrise du label, c'est plutôt sur les outils métiers, suivi réglementaire, consultation, management de projet, et les pistes d'amélioration, j'y reviendrai après, c'est plutôt sur le système qualité en lui-même. Donc, un petit retour d'expérience de notre préparation à l'audit. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est préparé dès l'audit de surveillance, donc ça fait 1 an et demi de préparation. C'est 1 an et demi de préparation, mais aussi lié à la charge de chacun. C'est pas 1 an et demi à temps plein pour une personne, mais voilà, c'est profiter un peu des temps morts et des travaux sur les projets pour essayer de se préparer à l'audit. Mais je conseille fortement d'anticiper au mieux l'audit. Ce que Laurine a déjà mentionné et ce que nous on essaye de se faire, c'est de ne pas créer des outils uniquement pour répondre au label, mais c'est d'avoir des outils qui nous servent au quotidien. Et l'objectif du GT et qu'on peut avoir en tant que labellisé la T2E, c'est continuer à professionnaliser la filière, éviter des contre-références, et ça nous permet d'avoir un référentiel commun à tous les acteurs et sur lesquels on peut discuter en tant que AMO, maître d'œuvre ou constructeur. Les principales difficultés qu'on a rencontrées pour préparer l'audit, c'est que les attendus de la nouvelle grille sont quand même plus élevés que la grille précédente, et notamment les preuves qui sont à montrer, qui sont vues pendant l'audit, sont beaucoup plus précises. Ça laisse moins libre cours à l'interprétation. Le temps à consacrer pour se mettre au niveau de la grille est quand même assez important. Nous, on a compté environ une demi-journée par semaine. Donc, quelquefois, ça n'est pas en adéquation avec les activités du moment, mais il faut s'efforcer de trouver du temps. Chez nous, on n'a pas de service qualité dédié. Donc, la catégorie L, système qualité, est un peu plus difficile à appréhender parce que ça s'écarte un peu de nos métiers du quotidien. Et on est du coup en avance sur d'autres labellisés, ce qui fait que certains critères sont difficiles à prouver, notamment vis-à-vis de ce qui est demandé pour les constructeurs. Et les avantages intérêts que l'on voit, nous, chez S3D, d'être labellisé Calimeta 2, c'est premièrement pour les nouveaux arrivants, ça facilite grandement leur intégration, parce qu'ils sont donc il y a déjà une bonne connaissance avec la filière méthanisation, et nous en interne on a des outils et un fonctionnement qui est éprouvé, donc ils s'intègrent beaucoup plus aisément.
Au sein de notre structure, ça a permis que le pôle méthanisation monte en compétences et en structuration sur les outils métiers et l'aspect réglementaire qui est très important dans nos métiers et qui est assez mouvant. Et on s'en sert aussi pour continuer à structurer la société en général, donc les autres pôles de S3D, en transposant ce qui est attendu sur le label Calimeta aux autres pôles. On se dit que maintenant que les outils sont en place et d'autant plus qu'on n'est pas de non-conformité, il n'y a plus qu'à les maintenir à jour. Donc en termes de temps, on va quand même maintenant y gagner. Et l'idée, c'est aussi promouvoir notre offre d'AMO avec la reconnaissance du label qui montre le sérieux de la société. Merci Florian. Bien, déjà, je vous remercie à toutes et tous de votre attention, de votre présence. J'ai vu que pour l'instant, il n'y avait pas spécialement de questions. Si vous en avez, c'est le moment de les poser par écrit. Et je vais attendre 1 minute ou 2 si jamais il reste le besoin de poser des questions. Et sinon, on pourra clôturer ce webinaire. Si Marie-Vonne, tu as envie de rajouter quelque chose Alors oui, déjà, je connais pas personnellement S3D, mais je voulais les féliciter parce que aucune non-conformité sur le Calimeta 2, ça veut dire que ça a été effectivement bien sérieusement préparé. La deuxième, c'est que c'est plus que du sérieux, c'est de la maîtrise de risque et c'est aussi de la performance. C'est pas que le côté on est des gens sérieux. Donc je pense que c'est un avantage concurrentiel qui va au-delà du costume sérieux. Et tout à l'heure sur le côté des preuves et tout ça aussi dont a parlé Florian Rabinel, pour aller un peu plus loin, c'est la notion d'efficacité. Qu'on parle d'audit interne ou externe par rapport au suivi des non-conformités, on va chercher les preuves et quand on cherche si une disposition est bien en place ou pas, on va rechercher une efficacité et pas seulement, c'est pour ça que ça sert à rien de faire du papier juste pour l'audit, parce que si on a fait du papier pour l'audit, on n'aura pas l'efficacité derrière. Et je trouve que la démarche qui a été montrée est vraiment exemplaire, c'est de dire on est parti il y a longtemps et on y a travaillé régulièrement à tous les niveaux dans l'entreprise et dans tous les métiers de l'entreprise pour se mettre à niveau. Et je pense que c'est un très bon exemple. Donc, pour les futurs candidats, ne pas se préparer au dernier moment en se disant que ça peut être un système voilà, qui peut être facilement être mis en place. Ce n'est pas que du papier. À un moment donné, il faut des preuves écrites, mais c'est vraiment pas le cœur de la démarche, les preuves écrites. Ouais, faut les préparer, ces preuves écrites. Parce que c'est vrai on peut se dire, ah bah oui, ça, on sait faire, tel critère, c'est vrai qu'on sait y répondre. Mais je vous assure qu'avec l'ensemble des critères qu'il y a, il vaut mieux quand même se noter dans la grille. Moi, je réponds à ce critère de telle façon. Je vais montrer tel document, même si d'un projet à un autre, ça peut varier légèrement. La trame documentaire, normalement, reste à peu près similaire. Donc, c'est vrai que une bonne préparation comme S3D a pu démontrer, c'est vrai que ça aide grandement l'audit et ça accélère l'audit, quoi. Avec S3D, on a fait ça de façon très efficace. Et puis, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que... Oui. Non, je voulais dire qu'il a parlé de compétences et que ça me semble aussi très important. Il y a beaucoup de questions sur la formation, les compétences. Il a parlé d'intégration des nouveaux arrivants, etc. C'est quand même un volet très important de Calimeta. Voilà, au-delà des preuves écrites, c'est surtout
que l'entreprise démontre des compétences et des bonnes pratiques. Enfin, pour rebondir là-dessus d'ailleurs, en termes du fait de pouvoir accueillir plus facilement les nouveaux arrivants, c'est qu'en fait, souvent Calimeta, ça vous force à formaliser ce que vous faites déjà. C'est-à-dire que vous vous dites, bah oui, ça on sait faire, on le fait, mais en fait, il n'y a aucune trace comme quoi vous le faites vraiment. Et pour les nouveaux arrivants, bah, c'est typiquement le fait d'avoir ce protocole et cette formalisation de ce qui est fait qui facilite finalement énormément le travail, quoi. Donc j'ai vu qu'il y avait une question. Vous avez indiqué qu'un mode opératoire n'était pas forcément un document formalisé. Peut-on avoir l'avis de l'auditrice? Marie-Vonne. Alors tout à fait, ça peut être. Alors déjà aujourd'hui, on a beaucoup de numérisation dans les entreprises. Donc les logiciels de type ERP qui contiennent ce qu'on appelle des workflows avec des différents intervenants qui sont des acteurs dans l'informatique, qui ont des rôles, qui interviennent les uns après les autres. Mais en fait, j'allais dire la documentation de ce logiciel qui démontre les processus de travail, par exemple une prise de commande, la validation d'un document, etc. Ben, ce sont des procédures, enfin, c'est des outils qui comportent à l'intérieur des procédures et du coup les documents qu'on va pouvoir éditer à un moment donné, ça va être ce qu'on appelle dans les systèmes qualité des enregistrements de procédures. Ça va être un état, par exemple, si je prends un logiciel de comptabilité tout bêtement, j'aurai des états comptables d'un projet ou etc. ou des documents à différentes étapes de la conception du projet pour des logiciels plus ingénierie. Du moment où on a cette notion de workflow et de qui fait quoi, avec des verrouillages, on a bien des notions de responsabilité, des notions de process et des notions de données d'entrée, données de sortie. Donc, on a tous les éléments d'une procédure. J'espère que ça répond à la question. Mais oui, clairement, c'est une observation que j'ai faite aussi sur Calimeta 2, c'est que souvent vous vous attachez énormément, et je le comprends tout à fait, au mot qui est écrit. Souvent les checklists, ça pose un peu question. Ce qu'il faut, par exemple, quand on pointe checklist, c'est qu'il y a un endroit, ça peut être une grille Excel, ça peut être votre contrat, ça peut être quelque chose, où on fait état de tout ce qui est à vérifier dans cette checklist. Mais le mot checklist n'est pas forcément, il ne faut pas forcément faire une liste où on va cocher, cocher, cocher. Bien que souvent, quand on met checklist, si c'est présenté de cette façon-là, c'est encore plus efficace pour. On peut par exemple rajouter l'état d'avancement de ce qui est à checker, qui s'en charge, etc., etc. Mais voilà, surtout, prenez pas mot pour mot sur le type de rendu qui est attendu, que ce soit mode opératoire, checklist, preuve, etc. Et dans le doute, posez des questions, faites-vous accompagner. Moi, dans les questions, je peux répondre à tout ce qui est interprétation du critère. Je peux par contre pas vous valider si vous me dites bah, est-ce que si je présente ça, est-ce que c'est bon? Ça, normalement, je ne peux pas vraiment le faire. C'est vraiment le travail d'un auditeur. Parce que si je vous dis oui et qu'après l'auditeur vous dit non, vous allez être embêté. Mais par contre, je peux vous aider à comprendre le critère au besoin. Donc, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Calimeta 2, c'est en train de se lancer. Désormais, la une. D'ailleurs, soyez pas étonnés s'il y a encore des personnes qui se lavent sur la une. C'est simplement qu'ils avaient déjà prévu leur audit, par exemple cet été ou dans les prochains mois. Donc, il peut y avoir encore quelques labellisés sur la version 1 parce que ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. Mais petit à petit, de toute façon, ce sera la 2 qui prévaudra, et toutes les personnes aujourd'hui qui vont se manifester auprès d'un organisme de certification, ce sera la version 2. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires ni ajouts, j'imagine qu'on a été tous très clairs.
Et puis du coup, je vous remercie à tous pour votre présence et je vous dis à bientôt si vous avez des questions ou si vous candidatez pour le label Calimeta 2. Merci. Au revoir.